Notre invité ce matin, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Tiens, à ce propos, vous êtes candidat aux législatives? Je suis candidat aux législatives. Oui. Et vous allez rester président du conseil départemental? Je quitterai, si je suis élu, si les électeurs me font confiance, la présidence du département, conformément à la loi. C'est le choix que je fais, celui de l'engagement dans un moment difficile, dans ma circonscription, avec laquelle j'ai des liens très forts, au-delà des clivages politiques. Je suis niçois, je suis né dans ces quartiers et je veux continuer à les défendre et défendre mes idées, mes convictions, celles de mes électeurs, je pense, très majoritairement, à l'Assemblée nationale, dans un moment extrêmement important pour la France. C'est ce que dit Christian Estrosi lui aussi, puisqu'il abandonne la présidence de la région pour redevenir maire de Nice. Quel commentaire faites-vous? Pourquoi, selon vous? Écoutez, je l'ignore. En tout cas, il n'avait jamais vraiment quitté Nice. Il en était le premier adjoint. Et sans faire offense à mon ami Philippe Radal, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, il était resté quand même un peu dans les faits le maire de Nice. Voilà, donc il fait ce choix. Une arrière-pensée politique, selon vous? Je le respecte et je lui souhaite bonne chance. Est-ce qu'il a une dans son nouveau mandat? arrière-pensée politique, selon vous? Je sais pas, il a dit hier qu'il ne voulait pas rentrer au gouvernement. Vous le croyez? Ça me rassure et je lui fais confiance vous le dans croyez? ce message. Je lui fais confiance dans ce qu'il a dit. Mais vous le croyez? Vous lui faites confiance, Je donc lui vous fais le croyez, confiance, bien quoi. sûr, je le crois. Voilà. Bon, d'accord. Bien sûr, c'est la même chose. Bon, pour qui avez-vous voté dimanche? J'ai voté pour François Baroin. Non, Voilà. d'accord. Oui, oui. Pas candidat, Donc j'ai voté blanc. Voilà. Vous n'avez pas voté pour Emmanuel Macron? Non, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Je vous le dis en sincérité. J'ai appelé à faire barrage au Front National, à Madame Le Pen. Je l'ai dit très clairement. Pas une voix pour Madame Le Pen. Madame Le Pen a montré durant cette campagne son vrai visage, son incapacité à diriger le pays. C'était flagrant dans le débat. Les Français ont vu d'un coup que Madame Le Pen, elle se nourrissait des colères, des peurs, du bilan socialiste, mais elle était naturellement incapable de proposer quoi que ce soit pour la France. Et en même temps, j'ai pas voulu donner un blanc-seing à M. Macron. Il n'y avait pas de danger, Front National. Si les sondages, M. Bourdin, avaient donné 55-45, j'aurais voté M. Macron. Mais là, je ne voulais pas cautionner une personnalité qui, pour moi, pose à tout le moins des questions. Je n'ai pas admis son message depuis Alger contre la France, coupable de crimes contre l'humanité. Les rapatrier, les appeler du contingent, mon père a été appelé du contingent en Algérie, ne sont pas les complices d'un crime contre l'humanité. Je n'ai pas non plus, je ne lui fais pas confiance sur sa capacité à rompre avec François Hollande. Hier, la caresse sur la nuque, quand il le raccompagne dans sa voiture, était assez révélatrice finalement de ce lien qu'il y a. Alors, donc pour ces deux raisons, à tout le moins. Et puis, vous n'avez pas voté Emmanuel Macron. Je dirais son ambiguïté sur le communautarisme aussi. Alors je vais vous parler des réformes justement voulues par Emmanuel Macron, mais auparavant, juste une petite parenthèse, vous allez soutenir Renaud Muselier pour la présidence de la région? Moi, je ne suis pas conseiller régional, mais si c'est Renaud Muselier, je pense que c'est lui, bien entendu, c'est un bon choix. Renaud Muselier est une personnalité forte, c'est un ami, et c'est, je pense, tout naturellement, mais c'est à la majorité régionale de le dire, c'est un candidat de talent et de qualité. Bien, les partis traditionnels se fissurent, vous l'avez remarqué tous. Le vôtre aussi. C'est vrai, mais la fissure, chez nous, on nous annonçait une fracture, voire une implosion ou une explosion. Nous sommes toujours là. On nous avait dit que le soir du premier tour, on allait imploser. On nous avait dit que l'entre-deux tours serait épouvantable, que le soir du deuxième tour, on allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien, on est là. Il n'y a pas eu d'implosion, il n'y a pas eu de départ. Alors, il y a quelques voix, et naturellement, je ne vais pas les occulter, on va sans doute en parler, mais notre famille a décidé à l'unanimité que François Baroin serait notre leader pour les législatives, et c'est un choix efficace, c'est un choix d'une personnalité forte, président des maires de France, nouvelle génération, avec un projet de rassemblement. Ancien politique, quoi. Nouvelle génération, mais ancien politique.
Oui. Il a de l'expérience. Oui. Mais en même temps, il a, je crois, une approche de la politique qui est différente. Bien, Manuel Valls dit, le Parti Socialiste est mort, il est derrière nous. Vous êtes d'accord avec lui? Le Parti Socialiste est en marche aujourd'hui. Voilà. Il est en marche? Oui. Pas tous, hein? Bon, quasiment, on va le voir. Si vous dites ça à Benoît Hamon, il ne va pas être très content. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Benoît Hamon? On voit bien que tous les principaux ministres de M. Hollande, et la plupart des parlementaires qui le soutenaient, vont aller en marche. Je ne sais pas, en marche pour la République, c'est ça? Vont aller chez M. Macron. Donc, finalement, on voit bien que M. Macron va de plus en plus être le représentant de la gauche. C'est un homme de gauche et il va être le représentant d'un nouveau visage du Parti Socialiste. Non, regardez ses premières mesures. C'est ça la duplicité du débat. Ou de droite, et voir si vous les voterez ou pas, si vous êtes élu. Député. Merci de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit pouvoir travailler dans une majorité de gouvernement. Pourquoi pas vous? Parce que vous n'êtes d'accord sur rien? Parce que je crois qu'il faut de la clarté. Oui. Pourquoi? Parce que si on est dans la confusion, ce que propose Bruno Le Maire, c'est la confusion. Si on est dans la confusion, il y aura quoi demain? Il y aura M. Macron et le Front National. Moi, je ne veux pas que la vie politique se résume à un face-à-face entre une coalition sans colonne vertébrale, avec une domination idéologique de gauche, et le Front National. Le meilleur moyen de faire en sorte que la prochaine fois, ça ne soit pas le Front National, l'impasse du Front National, c'est qu'on ait une droite claire, forte, républicaine, qui assume ses valeurs, qui assume ses convictions. Quand la droite est elle-même, le Front National recule. C'est quand il y a cette confusion qu'on perd du terrain. Donc moi, je veux de la clarté. Et aujourd'hui, nous avons perdu les élections présidentielles. Au premier tour de très peu, 400 000 voix. Autrement, François Fillon aurait pu gagner ces élections présidentielles. Et je le dis aussi, Jean-Jacques Bourdin, si tous ceux qui ont quitté à un moment le navire avaient fait campagne pour François Fillon, avec la même force qu'ils l'ont fait au second tour pour Emmanuel Macron, eh bien, nous aurions éliminé le Front National du second tour. Alors, et ça aurait été préférable. Bruno Le Maire dit, quelle différence fondamentale y a-t-il entre nos idées sur la libéralisation de l'économie, le soutien aux entrepreneurs, la construction européenne et les idées d'Emmanuel Macron, franchement? Nous verrons bien, parce que les idées d'Emmanuel Macron... C'est ce que dit Bruno Le Maire. Pour l'instant, elles sont assez floues. Oui. Assez flous. Mais vous savez, il n'y a qu'une idée, un projet clair, c'est l'augmentation de la CSG. 1,7 points, 17 milliards d'euros. Sauf pour les plus modestes. 17 milliards d'euros de prélèvement. Sauf pour les plus modestes. On verra. Mais ça, c'est annoncé. C'est clair. Bon, alors on va voir les premières mesures. On va voir les premières mesures. L'opposition à Emmanuel Macron, n'est-ce pas plutôt le FN et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, franchement? Non. Moi, je refuse justement ça. Parce que c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je refuse. Mais c'est ce que veut M. Macron. Il veut que face à lui, il n'y ait que l'extrémisme. De gauche ou de droite. Moi, je m'y refuse. Je m'y refuse. Il faut qu'il y ait demain soit une majorité pour la France, très clair, ça sera notre label, derrière François Baroin. Une majorité pour la France, 577 candidats. Une majorité pour la France. Union de la droite et du centre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. 577 candidats et un projet que nous validerons cet après-midi. Je vais vous parler du projet, justement. Donc, là-dessus, on est clair. Voilà. Bon, alors Christian Estrosi dit « Je serai en campagne aux côtés des candidats républicains qui mettront toute leur énergie à combattre le Front National. Nous devons le faire régresser. » Là, vous êtes d'accord, j'imagine. Et il ajoute quand même, que les candidats... Vous savez que c'est dans ma circonscription que le Front National, que Mme Le Pen, au premier tour, a fait un de ses scores les plus faibles. Voilà. Oui, enfin dans les Alpes-Maritimes. Oui, dans ma circonscription, qui est dans les Alpes-Maritimes, qui est à Nice, intégralement dans la ville de Nice. François Fillon fait 27, elle fait un peu plus de 23. Voilà. Donc, là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir. Voilà. Oui, j'ai compris. Mais... On a peut-être une approche avec certaines différentes. Moi, je dis que quand la droite est elle-même, qu'elle assume ses convictions, moi, je suis de droite, j'ai pas honte de le dire. Je suis pour des valeurs de liberté, d'autorité républicaine. Mais alors, les candidats aux législatives arrivés troisième, devront-ils s'effacer pour éviter que le Front National ne gagne? Nous verrons bien en fonction des circonstances. Vous êtes toujours pour le nini? Moi, je suis pour la franchement. clarté. Non, mais franchement.
on verra en fonction des circonstances. Non, mais ça ne veut rien dire, ça, on verra en fonction des circonstances. Notre famille politique prendra une position, comme elle a toujours fait. Alors, quelle est la position de votre famille politique? C'est pas à moi à la dire aujourd'hui. Mais nous le ferons quand elle se posera. Moi, je me bats pour être très largement en tête au premier et au second tour. Voilà. Bon, votre projet pour les législatives... Parce que quand on est fort soi-même, on n'a pas à se prononcer par rapport aux autres. Alors, votre projet pour les législatives, heures supplémentaires défiscalisées, on est bien d'accord, hein, vous rétablissez cela, abandon de la hausse de la TVA. Enfin, en tout cas, ça sera validé ce soir, donc je ne vais pas dévoiler à la place de mais moi je vous le dis, le c'est projet. cela. C'est une question qui est posée. C'était pourtant l'une des mesures fortes de François Fillon, hein, ce que nous voulons, la hausse de la TVA. Ce que nous voulons, au-delà des mesures techniques, précises et particulières. Ce qu'on veut, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français, et notamment à ceux qui ont été matraqués fiscalement, les classes moyennes. Les familles, les classes moyennes, ceux qui ont des enfants, qui ont vu le plafonnement du quotient familial, la baisse de l'universalité des allocations familiales. On veut redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes, aux retraités aussi. Donc, avec une mesure que moi je défends fortement, c'est la baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. C'est ce que proposait dans la campagne des primaires Nicolas Sarkozy. Je crois que c'était une mesure très forte parce que ce sont ces Français, il y en a plus que 16 millions qui payent l'impôt sur le revenu, qui ont vu l'effort se concentrer sur eux. Et là, il faut leur donner la liberté. C'est une vraie différence avec Emmanuel Macron qui, lui, veut, je le redis, augmenter la CSG. La CSG, c'est 17 milliards d'euros d'impôts de plus, tout de suite. Éric Ciotti, je veux bien, mais vous naviguez beaucoup. Vous défendez aujourd'hui une mesure qui était défendue par Nicolas Sarkozy, qui n'était plus défendue par François Fillon, que vous redéfendez aujourd'hui. La TVA, c'est à peu près la même chose. Nicolas Sarkozy ne voulait pas entendre parler d'une augmentation de la TVA. François Fillon disait il faut absolument augmenter la TVA pour permettre de faire contribuer les importations, donc les productions étrangères au redressement du pays. C'est ce que disait François Fillon. Il y tenait beaucoup. Et vous dites non. Oui. Moi, j'ai ma position personnelle. Le bureau politique, cet après-midi, décidera. Mais on a, après cette élection, qui fut un échec, il faut en tirer les conséquences. À cause de ça? Non, je pense pas. Bon, l'échec, il est par rapport au climat qui a entouré cette campagne, ce climat délétère, qui a abîmé l'image, et je le dis de façon injuste, de François Fillon. Mais voilà, le choix de dire nous, après 5 années de socialisme, Hollande-Macron d'ailleurs, 2 ans secrétaire général, un peu plus même, adjoint à l'Élysée en charge des questions économiques, ministre de l'économie. Est-ce que ça marche encore cet argument-là, alors que pardon, mais la vie politique est en train d'exploser. Oui, mais enfin, on n'efface pas. Il y en a qui voudraient effacer le passé. Moi, je ne l'efface pas. Donc, il y a eu cette augmentation de la fiscalité forte. Personne ne le conteste. Oui, comme sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Hein, pardon. Plus forte. Oui, mais en période de crise. En période de crise, et là où on aurait pu alléger le fardeau, nous, on avait... C'est vrai, augmenter la fiscalité les dernières années. Pour éviter que la France soit emportée comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne. Bon, les socialistes, dans un temps économique beaucoup plus favorable, ont continué et ont accentué le fardeau fiscal. On dit aujourd'hui, parce que les Français n'en peuvent plus, il ne faut plus augmenter les impôts. C'est pour cela qu'on n'est pas sur la fin de l'augmentation de la TVA, et qu'il faut au contraire diminuer et redonner du pouvoir d'achat. Mais ça sera le cœur de notre François projet. Fillon disait à juste raison... pour l'emploi. Jean-Claude Juncker dit les Français dépensent trop d'argent. L'État français dépense trop d'argent. Bon, c'est ce que disait François Fillon. Pour faire baisser les impôts, il faut que l'État fasse des économies. Bien sûr, et nous gardez toujours les 500 000 postes d'emploi publics à supprimer ou pas? Nous maintiendrons, en tout cas. C'est l'esprit. Encore une fois, je suis pas là pour vous dévoiler tout le projet. Je vois bien, et vous le faites avec le talent qui est le vôtre, tout le projet avant l'heure. Mais ce que nous voulons, c'est bien sûr continuer à diminuer la dépense publique. C'est une priorité. Ça, c'est moins clair. Déjà, sur les chiffres, l'ambition est moins forte. Et puis, il n'a pas chiffré dans son programme les augmentations qui ont été annoncées en fin de campagne. Si vous êtes élu,
député. Vous allez me dire si vous votez pour ou contre. J'espère que vous allez me porter chance. Parce que ce soutien, je le sens fort. Audit sur les... Moi, je ne vais pas prendre parti, oui, non, c'est pas mon rôle. Audit sur les finances publiques, ça, bon, évidemment, tout le monde l'aurait fait. Tout le monde l'aurait fait. Projet de loi sur la moralisation politique, avec notamment l'interdiction d'employer des proches pour les parlementaires. Vous êtes d'accord, vous votez ou pas? Sur l'esprit, je suis d'accord. Après, nous verrons le contenu. Cette mesure, je la voterai. L'autorisation de légiférer par ordonnance pour simplifier le droit du travail en donnant la priorité à l'accord d'entreprise pour fixer la durée du travail et en encadrant le montant des dommages et intérêts accordés par les prud'hommes au moment d'un licenciement. Vous êtes d'accord ou pas la méthode, d'abord, les ordonnances, ça me paraît dangereux, parce que ça va mettre le feu. Ça va mettre le feu au pays. Mais il faut aller vite, non? Après, sur le fond, nous verrons bien le contenu de ce texte. Sur les deux mesures que vous évoquez, pourquoi pas? Nous verrons jusqu'où ça va. Bon. Est-ce qu'il fallait commencer par là? Moi, je suis plutôt favorable, si on est élu, à avoir deux grands textes. Un texte d'allègement de la pression fiscale, c'est clair, tout de suite, on l'a dit, impôt sur le revenu, heures supplémentaires défiscalisées, et en même temps, un texte sur l'autorité. J'ai préparé moi-même deux textes majeurs, un sur l'immigration, une loi d'orientation sur la programmation, la sécurité et la justice. N'oublions pas que nous sommes sous la menace terroriste, on l'a vu encore à la gare du Nord cette nuit. Emmanuel Macron, comme vous êtes favorable à la prolongation de l'état d'urgence, j'ai vu. En tout cas, moi je l'ai toujours réclamé. Oui, vous l'avez toujours réclamé. Tant que la menace est là, bien entendu. Oui. Et il y a aussi, au-delà de l'état d'urgence, il y a une mesure indispensable, c'est le contrôle aux frontières. Le 13 novembre, le contrôle aux frontières s'arrête. C'est le cadre du traité de Schengen. Donc il faut que le contrôle aux frontières continue, pour des raisons liées à la crise migratoire et en même temps pour des raisons de sécurité, parce que c'est un moyen de mieux contrôler nos frontières, même si elles ne sont pas totalement contrôlées. Alors parmi les mesures aussi annoncées, les premières mesures annoncées par Emmanuel Macron avant la fin de l'année, l'instauration d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Totalement opposé. Vous êtes totalement opposé à cela. C'est la fin de la Ve République. La Ve République, le général de Gaulle, c'est le fait majoritaire. C'est pouvoir... Et c'est là. Oui, mais c'est la raison pour laquelle le Front National est mal représenté à l'Assemblée nationale. Dans mon choix du second tour, c'est aussi une des raisons. On présente Emmanuel Macron comme le paragon de la modernité, de la nouvelle politique. Moi, je crains qu'il ne nous fasse retourner dans la vieille politique, dans la très vieille politique, celle de la 4e République. La proportionnelle, c'est le poison des combinaisons politiciennes, des combinaisons d'arrière-cour. Il y a une majorité. Ça peut être injuste, mais la majorité, elle garantit qu'on gouverne, qu'on décide, qu'on choisit. Il y a une majorité, voilà, un sur deux. Eh bien, on décide, on gouverne sur un programme clair. Le reste, c'est la confusion. Et la confusion, eh bien, c'est la porte ouverte aux extrêmes. Moi, je ne veux pas de la confusion pour mon pays. Et Emmanuel Macron, à bien des égards, est ambigu. Il a gagné sur une forme d'ambiguïté, sur son projet, sur ceux avec qui il va gouverner. Là, on voit bien aussi qu'il essaie de faire des petits débauchages, que c'est pas clair. Il veut détruire les Républicains. Il veut détruire les partis. Il veut détruire le PS. Oui, mais il le dit d'ailleurs. Le PS a marché. Hein. Voilà, ça c'est fait. Mais nous, il nous détruira pas. Il nous détruira pas parce qu'on a une colonne vertébrale, des convictions, des valeurs, et elles sont. Est-ce que vous êtes favorable à la réduction du tiers du nombre de parlementaires? Je suis favorable à la réduction du nombre de parlementaires. C'était dans le projet. Dans le projet François Fillon. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'était dans celui de Nicolas Sarkozy. Et la limitation des mandats dans le temps? Non. C'est aux électeurs de choisir. C'est aux électeurs de choisir s'ils veulent conserver... Donc si j'ai bien compris, si vous êtes député, vous voterez certaines mesures et pas d'autres. Les restrictions à la démocratie me paraissent toujours quelque part un peu contraires justement à la liberté. Voilà, c'est les électeurs en démocratie qui décident. S'ils veulent garder quelqu'un longtemps, parce qu'il a du talent, parce qu'il est compétent, parce qu'il les représente bien, eh bien ils le gardent longtemps. S'ils ne veulent pas, ils le renvoient. C'est la liberté de l'électeur. Éric Ciotti, si j'ai bien compris, vous voterez certaines mesures et pas d'autres. Mais je l'ai toujours fait. Vous savez, à l'Assemblée nationale, député. Je crois qu'on parlait du terrorisme tout à l'heure. Oui. J'ai présidé la commission d'enquête sur le djihadisme. Oui. J'ai voté les 13, je crois qu'il y en a eu 13, les 13 textes, donc 6 ou 7 sur l'état d'urgence, sur la prolongation. J'ai voté tous les textes présentés par Manuel Valls ou Bernard. Est-ce que la lutte contre le terrorisme a été bien conduite depuis 2 ans maintenant? Elle s'est... Franchement. On a perdu de temps. On a perdu du temps. Moi, j'ai fait Parce que Marine Le Pen nous dit, moi présidente, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. C'est ridicule.
qui peut avoir la prétention de dire moi au pouvoir, il n'y aurait pas eu d'attentat? C'est même scandaleux de dire ça. Ça traduit une incompétence et ça prend les Français pour des idiots. Le terrorisme, il est mondial. Il va de l'Afghanistan jusqu'à l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Donc c'est pas qu'un problème pour français. Nous dire nous aurions fait mieux. On peut élever, bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu prendre des mesures plus tôt. Moi, quand j'ai demandé certaines dispositions, je pense la légitime défense des policiers dès 2012, la rétention administrative pour ceux dont on connaît la dangerosité, l'interdiction de consultation des sites djihadistes, la pénalisation, tout ça on l'a demandé. Je l'ai fait dans ma commission d'enquête juste après Charlie Hebdo. Bon, les mesures, ce gouvernement les a prises toujours avec un délai de retard. La loi renseignement, il a fallu qu'il y ait les attentats pour qu'on la prenne, alors qu'elle était sur le métier depuis 2012. On a perdu du temps sur la gestion des départs, on a perdu du temps. Le plan sur anti-djihad, il date de 2014, alors que les départs, ils s'accélèrent en 2013. Donc, on a toujours eu un effet de retard, mais je le dis sur ces questions, on doit être unis. On doit être rassemblés. S'il y a bien un sujet sur lequel on doit être clair, c'est celui-là. Mais là aussi, le terrorisme, c'est aussi la lutte contre le communautarisme. Et quand je vois que M. Macron a refusé d'enlever M. Mohamed Saou comme référent d'Arts Marche dans le Val d'Oise... Il a été mis de côté. Oui, mais vous avez vu l'image. Parce que je lui ai posé la question ici même. Je ne l'ai pas viré, il a dit je ne l'ai pas viré, c'est un type bien. Même s'il a dit des trucs radicaux. Voilà. C'était là aussi une inquiétude pour moi. Bien, merci Éric Ciotti d'être venu nous voir. Il est 8h56.